Vous avez pu écouter la conférence de Laurent Alexandre? Oui, bonjour à tous. J'avais pas de GPS trop performant en intelligence artificielle, alors j'ai dû faire quelques détours pour arriver à Lyon, mais je pense que j'ai entendu en tout cas une très bonne moitié de sa conférence, donc ça va très bien. Vous qui êtes à la tête du département de la formation du canton de Vaud, quand vous entendez le message de Laurent Alexandre, attention, bouleversement à l'horizon, un tsunami dans tous les métiers et les professions, un tiers des élèves en France et en Italie, à discuter en Suisse, ne savent pas lire ou résumer un texte simple, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi, c'est vrai qu'en entendant votre conférence, je suis d'accord sur quelques constats et plusieurs constats, notamment évidemment l'accélération technologique extrêmement forte auquel tout le monde est soumis, auquel personne n'échappe, sur la question de la société de la connaissance, sur les constats de base, sur le fait qu'on est en train de construire une société de la connaissance dans lesquelles notamment les budgets en matière de formation ne sont pas en totale égalité entre les pays et avec les GAFAM notamment. Je suis aussi d'accord sur le risque social majeur qu'il y a, notamment la question du clivage très fort de ce que vous avez appelé, Monsieur Alexandre, la question de l'apartheid. Ça, c'est vrai, il y a un constat sur les classes moyennes, notamment en France ou bien dans d'autres pays européens, qui est évident. Maintenant, sur l'analyse de fond sur l'histoire, je ne suis pas d'accord, parce que c'est vrai que Francis Fukuyama avait décrété la fin de l'histoire en 89, mais il y a eu une pléthore d'historiens sérieux comme Hobsbawm, comme Berger, comme même Shoshana Zuboff, que vous avez cité dans votre tableau, dans votre planche, qui disent qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans la perception qu'a le capitalisme de ce qu'il peut exploiter. Shoshana Zuboff, que vous avez cité, dit que le XXe siècle, notamment, a eu disons, un capitalisme qui a exploité beaucoup les matières premières, la nature, etc. Et puis, au XXIe siècle, elle s'attaque à l'esprit humain. Et donc, l'histoire... Et en quoi c'est en désaccord avec ce que j'ai dit ? C'est pas totalement en désaccord, mais j'ai pas dit le contraire. Vous mettez comme théorie de base Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, dès 89 a été très 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 critiqué parce qu'on savait que c'était pas la fin de l'histoire. J'ai dit qu'il avait tort au départ. D'accord. Alors, donc, voilà. Alors vous avez cité après quand je suis arrivé. Malheureusement, le GPS Totalement. défaillant vous a fait rater. J'ai dit que je l'ai présenté comme l'une des plus une des 8 plus grosses erreurs du XXe siècle. Mais elle était vaseuse dès le départ, et c'est ça. Oui, mais tout le monde y a adhéré au départ. Alors, je peux vous dire, vous êtes trop jeune, mais moi, à l'époque, j'étais déjà... Moi, je vous promets que tout le monde a adhéré à ce que disait Fukuyama. Alors, beaucoup. Alors, Huntington n'était pas d'accord, mais on va dire la société civile a avalé les idées de Fukuyama. Alors, médiatiquement on va dire. Très médiagénique. Je ne parle pas des intellectuels que vous avez lus. Je peux vous dire, les intellectuels qui font autorité très rapidement, y compris dans le monde universitaire et dans le monde... dans la société en général, on savait très bien que ce n'était pas la fin de l'histoire. Et donc voilà, c'était un... On ne va pas vous réconcilier. Vous êtes un libéral, vous êtes une socialiste. Non, mais on était d'accord sur le constat, c'est simplement un problème de timing. Voilà, sur quel constat ? Sur le fait que c'était absolument pas la fin de l'histoire en 89. Oui, mais on est entièrement d'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et si on connaît vraiment le capitalisme, on sait très bien que le capitalisme s'est redéployé sur d'autres matières premières que sont aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle notamment, la question de l'esprit humain. Maintenant, sur la question de l'éducation, la formation, sur la question de l'éducation, moi j'aimerais vous dire, et je sais qu'on a un parterre d'entrepreneurs, j'aimerais vous dire qu'il faut avoir quand même un peu de sens de la nuance, à mon avis. Parce que quand on dit décroissance, croissance, je pense qu'il est important de le dire, il y a des secteurs économiques où il y aura plus de croissance, il y aura aussi des secteurs économiques qui ne seront pas aussi productivistes qu'ils l'ont été par le passé. Ça veut dire qu'on n'adhère pas à une théorie de décroissance complète, mais ça veut dire qu'on admet que dans certains secteurs de l'économie, il y aura peut-être une décroissance. Ça, c'est vrai qu'il faut peut-être avoir un peu de nuance en lien. Ce n'est pas que les productivistes contre les décroissants. Vous n'étiez pas là, en réalité. Excusez-moi, je parlais de la branche des collapsologues
d'Extinction Rébellion, des branches suédoises, et puis des collapsologues français. Je ne parlais pas du tout de l'écologie raisonnable, je parlais des extrémistes qui veulent une décroissance non pas sectorielle, il y en a toujours eu. Le secteur des maréchaux ferrants a beaucoup décru entre 1915 et 1940. Je parlais des gens qui veulent une décroissance globale de la richesse par habitant, ce qui est totalement différent. Alors moi, je pense que ce qui est très important, c'est... Parlons de l'éducation. Comment former nos enfants demain? Quelles sont aujourd'hui les décisions que vous prenez stratégiques pour réorienter l'enseignement et préparer nos enfants à ce qui va se passer ces 10 prochaines années? Justement, je vais vous donner un exemple très concret. Je ne sais pas si vous connaissez Jérémy Drault. Jérémy Drault, c'est un apprenti qui a été 3e WorldSkills de cette année et qui a fait une très bonne prestation en ébénisterie et menuiserie. C'est au Kazakhstan. Au Kazakhstan, exactement à Kazan. Et ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, il avait un exercice très important à faire. Il a utilisé une imprimante 3D, intelligence artificielle, etc. Mais ce qui a été essentiel, c'est les critères esthétiques, la créativité qui a prévalu et qui a fait qu'il est 3e et qu'il est un médaillé très important pour la Suisse. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que même dans des secteurs, évidemment, qui sont entre guillemets en crise, parce que ça c'est vrai que c'est des secteurs qui sont parfois difficiles, où des fois on a de la peine à trouver des apprentis, eh bien dans ces secteurs-là, parce que l'intelligence humaine agit, parce que même dans ces secteurs qu'on croit très pratiques et très manuels, on croit que ce sont des secteurs qui sont à terme tout à fait sacrifiés, c'est faux. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des talents humains qui sont capables de remodeler et monter en compétences grâce à la créativité et grâce, disons, à des instruments qu'on utilise, mais qu'on utilise a fortiori pour devenir plus créatif et pour devenir meilleur. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. Moi, en termes de responsable de la formation, je prends tout à fait en compte le fait que, d'abord, sur le canton de Vaud, parce qu'on est dans le canton de Vaud, on a un secteur économique qui est extrêmement diversifié. Et on a cette chance-là. On ne dépend pas d'un seul secteur. On a, disons, dans le domaine de l'innovation, beaucoup de demandes. On a la création progressive de 4 vallées dans le domaine du sport, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la santé, ça a été indiqué. Aussi, dans le domaine de la cybersécurité, on a la chance d'être dans un canton où on a, sur les 240-250 professions officielles, 170 formations qui concerne 170 professions. Donc c'est vrai que l'idée de pouvoir diversifier, continuer à pouvoir développer des formations très plurielles, c'est quelque chose de très important. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend en compte ce qu'on appelle le numérique, la transition numérique. On la prend en compte dans l'école. De plusieurs façons. On fait des choses assez contre-intuitives parfois. On interdit par exemple les téléphones portables dans le périmètre scolaire parce qu'on s'est rendu compte que le numérique était aussi nuisible parfois pour la capacité à apprendre. Donc on donne aussi une distance critique de l'outil aux jeunes et en même temps, on leur propose des programmes d'éducation numérique qui ont commencé en pilote pour à peu près 10 000 élèves, et puis on fait ça de manière la plus intelligente possible, de la manière la plus intelligente possible. Laurent Alexandre, proposer des cours d'initiation numérique. Moi, je suis pour la formation des gamins au numérique et pour l'apprentissage de la société numérique. Comprendre comment on repère une fake news, comment on gère sa consommation numérique. Je suis bien sûr pour une éducation civique numérique. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le fantasme tous codeurs qui conduit les gamins droit dans le mur. Il faut une intelligence conceptuelle extrêmement forte pour écrire ne serait-ce que 50 lignes de Python. Tout le monde ici dans cette salle est capable d'écrire en Python. Mais ce n'est pas le cas de la totalité de la société des enfants. Donc il faut se méfier d'aller vendre tous codeurs avec un tiers des gamins qui ne savent pas lire un texte de 5 lignes, conduit à des situations d'échec absolument insupportables et qui sont très blessantes pour les enfants. Donc non pas tous codeurs, mais tous avec une culture numérique, bien sûr. Alors vous avez parlé d'un point important qui est métier manuel, métier d'innovation. Moi je crois énormément au métier manuel.
Je crois que l'innovation manuelle, la main intelligente est fondamentale. Moi, je n'oppose pas du tout métier intellectuel versus métier manuel. J'ai d'ailleurs écrit un papier dans l'Express en disant que les cuisiniers étoilés Michelin seraient les derniers à être remplacés par l'intelligence artificielle et la robotique. La main intelligente est fondamentale. L'opposition n'est pas entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels, qui sont des notions complètement colles d'un autre siècle, qui sont très datées. Elle est entre travailleurs qualifiés et innovants et travailleurs moins qualifiés faisant des tâches répétitives qui sont automatisables. C'est ça la vraie différence. Je ne suis pas du tout dans l'opposition travailleurs manuels, travailleurs pas manuels, et je ne suis pas non plus dans une opposition entre travailleurs techniques et travailleurs faisant des humanités. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle mes enfants font plus d'humanité que de technique. Ils ne sont pas développeurs informatiques. Mon fils aîné fait de l'histoire, il ne fait pas de l'informatique et il ne fait pas du big data. Donc je crois beaucoup à la main innovante, je crois énormément aux humanités parce que ça donne une vision transversale que l'intelligence artificielle ne peut pas approcher. En revanche, je dis attention aux métiers très techniques, très fortement concurrençables à l'horizon 10, 20, 30 ans par l'intelligence artificielle. N'oublions jamais que les enfants qui rentrent en maternelle en ce moment seront encore sur le marché du travail en 2070. Et que l'IA et la robotique d'ici 2070 auront considérablement évolué. Et je pense que, ce n'est pas le cas ici, mais je pense que globalement les systèmes éducatifs ne raisonnent pas suffisamment sur la durée de vie des enfants qui rentrent aujourd'hui dans le système scolaire. Alors, bon, c'est difficile quand on sait à quelle vitesse les choses changent, mais vous, Cécile Barrel, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut mettre en avant plutôt ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences de communication, de réflexion, d'analyse des humanités, plutôt que, et puis un petit peu diminuer les matières techniques? Parce que là, de toute façon, on est perdant. Alors, de toute façon, c'est évidemment les deux. C'est vrai que M. Laurent Alexandre fait référence à Python, c'est un codage de programme, enfin, c'est un langage de programmation qui est difficile, n'empêche que c'est tout à fait possible que tous les élèves puissent avoir les rudiments d'une pensée computationnelle pour comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est, enfin, même à l'EPFL, ils ne parlent plus d'intelligence artificielle, ce n'est pas vraiment une intelligence en tant que telle, parce que c'est quelque chose de complètement, prévisible sur un certain nombre d'éléments pour l'intelligence humaine. Donc, de toute façon, ce qui est très important, c'est de créer davantage de contextes pluridisciplinaires, interdisciplinaires, de faire en sorte que nous puissions avoir aujourd'hui une culture générale très forte, tant dans le domaine évidemment des MINT, mais aussi dans le domaine des humanités de manière générale. C'est extrêmement important. Vous faites référence à l'histoire, c'est vrai. C'est très important d'avoir des valeurs de base, solides. Et ça, c'est notre travail, parce que nous, on est là pour apporter des solutions. C'est très important de pouvoir créer un contexte où de plus en plus les jeunes qui savent faire énormément de choses et qui savent de plus en plus d'être autonomes, y compris la capacité d'éteindre son portable, eh bien, c'est vrai que... C'était pas mal, hein. Eh bien, c'est vrai que c'est tout cela qu'on donne aujourd'hui aux jeunes dans l'école vaudoise. Et moi, j'aimerais juste vous dire, faites attention à ces discours de peur, parce que, je veux dire, quand on dit les jeunes ne sont pas compétents pour, etc., dans les dernières évaluations en compétences fondamentales, les élèves vaudois sont extrêmement bons en maths. Ils sont, disons, dans la moyenne au-dessus, par exemple, dans le domaine du français. Au niveau PISA, on le sait, on est au-dessus de la moyenne, mais on sait qu'on doit faire des efforts dans le domaine en particulier de la lecture, parce qu'on a une composition sociologique, notamment d'élèves qui sont allophones, qui ont des difficultés sociales peut-être un peu plus fortes que dans des petits cantons comme voisins. Donc c'est vrai que ça, c'est un élément sur lequel il faut qu'on fasse attention. Et notre but, c'est que l'école soit un facteur fort de cohésion sociale, parce que le but de la CDIP, de la Conférence des directeurs de l'instruction publique, c'est que 95% des jeunes Suisses obtiennent un certificat au secondaire 2. La certification, c'est un facteur essentiel pour la cohésion sociale. Aujourd'hui, dans le canton de Vaud, on en est à 86%, et notre but, c'est d'augmenter cette certification. J'aimerais aussi vous dire, comme élément positif, c'est qu'on augmente de manière massive la tertiarisation.
Et ça, c'est aussi un facteur de cohésion sociale parce que... C'est quoi la tertiarisation? C'est les diplômes haute école. On a de plus en plus de jeunes qui ont des diplômes des hautes écoles. Et ça, c'est un facteur essentiel pour que ces jeunes disposent, en tout cas sur le papier, de l'autonomie nécessaire pour pouvoir gérer cette transition numérique qui est extrêmement, évidemment, déstabilisante et pour l'économie et aussi pour le politique. Est-ce que ça suffira, Laurent Alexandre? Je voudrais juste dire que le GPS a rendu, Madame la... Il n'était pas à jour. Injuste, parce que vous n'étiez pas là, mais l'une de mes premières slides était l'un de mes papiers récents dans l'Express qui s'intitulait « Offrons un billet Paris-Lausanne à Édouard Philippe, le Premier ministre français ». Donc je n'ai pas un discours pessimiste, j'ai un discours ultra optimiste et positif sur votre système éducatif. Donc en disant en introduction de votre dernière réponse que j'avais un discours de peur, alors que j'ai fait pendant 10 minutes l'éloge du système vaudois d'éducation, est profondément injuste. Excusez-moi. On me présente comme le méchant qui agresse le canton, alors que j'ai fait votre éloge pendant 10 minutes et que j'ai insisté le Premier ministre français à venir visiter le système vaudois d'éducation dans l'Express. Ils sont venus, je vous rassure. Alors, mais ce que je voulais dire par là... je réponds, c'était à moi de répondre. Est-ce que ça va suffire? Alors la réponse est non. Parce que l'économie progresse plus vite que le système éducatif de facto, et qu'il est extrêmement difficile d'assurer à tout le monde une mise à jour régulière. Il y a notamment, moi je l'ai très très bien noté en France, un discours extrêmement angoissant et qui fait beaucoup monter le Rassemblement national, qui est le fameux discours « vous allez changer de métier en moyenne tous les 7 ans ». Alors ça amuse beaucoup les entrepreneurs et les cadres dirigeants, mais je peux vous dire que quand vous êtes un gilet jaune et que vous avez eu beaucoup de mal à l'école à apprendre à faire une division, l'idée de changer de métier tous les 7 ans, ça panique les gens et ils vont directement soit chez les mélenchonistes, soit au Rassemblement national. Donc effectivement, nous allons avoir une difficulté à gérer. C'est est-ce qu'on peut faire changer de métier aussi vite en fonction de l'évolution technologique les gens et quel blocage on va avoir sur le plan social et sociologique et sur le plan éducatif. Personnellement, et ça ne concerne pas la Suisse qui est aujourd'hui un havre de paix et qui a un succès éducatif bien plus important que la France ou l'Angleterre, notamment grâce à l'apprentissage, qui est un système excellent pour une bonne partie des enfants. On va avoir, à mon avis, des frottements très durs. On parlait tout à l'heure du retard de la robotique, mais elle va finir par arriver. Vous savez qu'aux États-Unis, plusieurs auteurs et économistes sont assez inquiets de la reconversion des 4 millions de chauffeurs routiers et de chauffeurs de camionnettes quand on va avoir des véhicules autonomes. Et l'un des 3 spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, Joshua Benghi, a dit « ce que je vais vous dire dans une interview récente, ce que je vais vous dire n'est pas politiquement correct, mais faire croire qu'on va transformer les chauffeurs routiers remplacés par les camions autonomes, qu'on va les transformer en data scientists, est un mensonge. » Et effectivement, c'est un mensonge. Donc on doit réfléchir, au-delà de la formation au jour le jour, qui est excellente, on doit aussi réfléchir de façon prospective, et c'est difficile parce que la technologie change beaucoup. On doit réfléchir à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je ne parlerai pas d'ici pour ne pas me faire engueuler, mais je peux vous dire qu'en Belgique, quand vous regardez à Bruxelles la formation des gamins en 2019, je peux vous assurer que beaucoup de gamins sont formés à des technologies et à des métiers qui vont être écrabouillés dans les 20 années qui viennent. Et le système éducatif n'y réfléchit pas. Parce que le système éducatif, même lorsqu'il est bon, ne réfléchit pas sur les technologies et sur l'organisation future des entreprises. L'exemple le plus simple, parce qu'il parle à tout le monde. Les experts comptables et les réviseurs ne vont pas disparaître. Mais ça va être très très chaud pour les comptables. S'il y a une tâche qui est faisable par une IA basique, c'est vraiment la comptabilité. Faire des contentés est à la portée. Il y a même des startups aux États-Unis qui font la compta à partir du téléphone portable. Vous faites des photos, des notes de restaurant, des machins, et vous avez une IA qui vous fait vos comptes et qui vous consolide vos comptes automatiquement en back-office. Et aujourd'hui, on forme beaucoup trop de comptables. Je suis intervenu devant l'Ordre des experts comptables en France récemment. Ils ont beaucoup réfléchi au sujet. Ils estiment que sur 100 comptables, et vous savez, en France, il y a très peu de comptables autonomes, ils sont presque tous salariés des cabinets d'experts comptables. Eh bien, sur 100 comptables, ils estiment qu'il y en a 3 qui peuvent devenir consultants ou qui peuvent devenir experts comptables, et donc être protégés contre l'IA.
Et 97%, à leur avis, ne le peuvent pas. Et donc, l'Ordre des experts comptables et puis les organisations syndicales des experts comptables se sont posé la question, est-ce qu'on doit garder les comptables jusqu'à leur retraite pour les accompagner, parce qu'ils ont rendu beaucoup de services à nos cabinets, même lorsqu'ils sont substituables par l'IA? Est-ce qu'on doit essayer de les former encore un peu plus pour augmenter le pourcentage des gens qui peuvent devenir consultants ou experts comptables? Et aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse simple. Donc c'est vrai qu'on va devoir faire de la prospective, même si c'est difficile, et qu'il va falloir réfléchir à un petit peu plus de 5 ans, parce que les principales évolutions technologiques, elles vont plutôt apparaître entre 2030 et 2050, avec des vrais chocs, comme le camion autonome, qui n'est pas là demain matin, mais qui va se généraliser quelque part entre 2035 et 2045, et qui pose un énorme problème, parce que c'est l'un des métiers les plus répandus. En France, il y a 5 millions de camionneurs et de livreurs. 5 millions, ça représente une part importante très bien. de la Laurent population. Alexandre, les comptables, les camionneurs. Maintenant, on va laisser Madame Amarelle nous parler de notre quotidien, la réalité dans le canton de Vaud ou en Suisse. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez assez d'alliés et pour augmenter les budgets pour la recherche et pour que finalement on suive les progrès au niveau de la formation? Alors, si vous voulez, c'est quand même assez diversifié. Hein, le combat pour avoir une formation qui soit toujours plus optimale et qui soit surtout en adéquation avec les enjeux sociaux. Je pense que c'est très important d'avoir des axes diversifiés. Le premier axe, c'est évidemment la valorisation de la formation professionnelle. C'est très important pour justement permettre aussi qu'on obtienne un taux de certification le plus élevé possible, parce que qu'on soit futurologue, qu'on soit politologue, historien ou quoi, on sait très bien que ça a toujours marché comme ça. Le certificat est quelque chose qui importe, qui est très important pour jauger de la valeur d'une personne sur le marché du travail à terme. Donc la valorisation de la formation professionnelle, on le fait avec les entrepreneurs, on le fait avec les entreprises certifiantes et formatrices, et c'est très important de pouvoir continuer à obtenir des résultats, parce qu'actuellement, on a une baisse du CFC. Vous avez cité, pendant que je n'étais pas là, les grandes valeurs de la formation professionnelle. On a un risque de voir baisser le nombre de CFC, et ça, vous le savez aussi. Donc, on doit continuer à maintenir l'effort pour au moins le maintenir à niveau, et puis, si possible, continuer à le faire infléchir vers la hauteur. Le deuxième chantier, c'est l'éducation numérique, évidemment, avec une perspective très critique de ce que ça peut faire, de faire en sorte que petit à petit, les jeunes Vaudois sortent avec une culture du numérique qui soit la plus complète possible et qui leur permette justement d'évoluer dans cet environnement le plus, numérique. Et puis, les deux autres chantiers, ce sont des chantiers en lien avec l'école à visée inclusive, parce que, comme vous dites, il y a un risque de gap à un moment donné, de voir un manque de cohésion sociale avec des personnes qui s'en sentent larguées sur le plan du marché du travail. Et moi, je dois dire que je viens d'inaugurer le pôle de formation du Repuy. Je pense que certains le connaissent bien ici. C'est des pôles, des institutions du canton de Vaud qui vraiment forment et insèrent des jeunes qui ont des difficultés scolaires. Et ils le font avec beaucoup de succès. Ils ont des milliers de jeunes qui finissent avec un CFC ou une AFP. Ça, c'est, je veux dire, du travail au quotidien qui se fait. Et sans cela, évidemment, nous aurions un problème de cohésion dans le canton. Et la force du canton, c'est justement cette capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs, y compris évidemment surtout les entreprises formatrices, pour pouvoir aller de l'avant avec tout cela. Moi, je dois dire que, évidemment, je vous trouve un tout petit peu apocalyptique sur certains constats, même si je comprends qu'en dehors qui sont bien évidemment en dehors du canton de Vaud. Mais il faut à un moment donné se dire que même des personnes qui sont très puissantes peuvent avoir la stupidité de divorcer pour une histoire de fidélité. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence. On peut discuter sur l'intelligence, mais ça reste artificiel, mesdames et messieurs. Il faut faire confiance à l'intelligence humaine et faire en sorte qu'on puisse s'appuyer, comme vous le dites, pour qu'on puisse aller de l'avant et faire en sorte que dans tous les secteurs de l'économie, dans tous les secteurs de l'activité humaine, on puisse faire en sorte
que, disons, l'humain prime et qu'on ne puisse pas avoir, comme vous l'avez cité, des inepties et des choses absurdes comme le fait de mettre des espèces de puces dans les cerveaux des élèves ou des choses comme ça. Dans une démocratie, ça ne peut pas se faire parce que vous avez parlé beaucoup de choses assez effrayantes, mais disons, le rôle du politique, c'est d'apporter des solutions. Et dans les solutions, il y a la capacité à mettre en place des barrages éthiques, la capacité aussi à réguler, le fait que ces GAFAM, il y a des gens, il y a des politiques qui se battent beaucoup pour faire en sorte de faire barrage à tous ces fantasmes abasourdissants dont on parle aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'est le rôle du politique, c'est aussi le rôle des acteurs économiques et de la société de faire barrage à des choses qui ne sont pas viables pour une communauté, pour sa cohésion sociale. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas de puces chez les élèves, même si, soi-disant, c'est, disons, plus efficace pour leur faire apprendre. Les méthodes d'apprentissage, cette capacité à créer, comme je vous disais tout à l'heure, Jérémy Drault, cette capacité à avoir des modèles d'élèves qui ont des fortes capacités d'apprentissage et qui se débrouillent même avec des métiers manuels, c'est ça l'avenir de nos métiers pour demain. En tout cas, je l'espère, et c'est en tout cas en cela que je travaille et que le Conseil d'État travaille d'arrache-pied. Je vous remercie beaucoup. En guise de conclusion, je vous propose en une phrase, en un message, de me dire chacun, c'est un sacré défi, hein, une phrase, hein, je peux vous dire, comment faire pour lutter contre les inégalités par rapport à la connaissance. On voit que la technologie crée des inégalités, que certaines personnes sont larguées. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants moins doués? À chacun votre recette, Cécile Marel. Il faut donner ça en une phrase? Oui. Il faut donner à tous les élèves un socle de savoir et de connaissances et de compétences suffisants. On a la capacité pour le faire. On a inclus de plus en plus d'élèves dans l'école vaudoise qui avaient des besoins spécifiques et on doit les monter en compétences de manière collective. Et ça, c'est tout en, évidemment, permettant aux talents individuels de pouvoir le faire, ce qui se fait évidemment. Donc, c'est cela qu'on doit faire. Et puis, c'est cette capacité, justement, à faire que l'école soit à visée inclusive par le biais de toute une série de programmes pilotes, de projets. C'est ce qu'on appelle, en un mot, c'est le concept 360 qu'on a développé aujourd'hui dans le canton de Vaud. Voilà. Et en une phrase, Laurent Alexandre, comment lutter contre les inégalités? Je vais être intraitable. Alors je pense qu'à terme, on utilisera des technologies de neuro-enhancement, de neuro-augmentation. Et vous avez dit qu'il n'y aura jamais dans le canton de Vaud de technologie d'augmentation cérébrale comme celle que Elon Musk développe dans sa société Neuralink. Je vous souhaite bon courage en 2048 pour expliquer à un gamin qui est destiné à devenir laveur de carreaux qu'il aura interdiction d'utiliser les technologies d'augmentation cérébrale qui lui permettraient de rentrer à l'EPFL ou à Harvard ou à Caltech. Je vous souhaite politiquement, socialement, familialement, beaucoup de courage pour dire non, tu n'utiliseras pas la technologie, elle est interdite, tu seras laveur de carreaux, Harvard t'est interdit. Bon courage. Merci à tous les deux.